Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 4 avril, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal à la mi-journée. Nous venons d'apprendre le décès de l'ancien maire de Saint-Georges-de-Montaigu, Michel Bonnet, maire de 82 à 1995. Il fut également élu du district de Montaigu entre 1977 et 1995. Dans un communiqué, Antoine Chéreau, le président de Terre de Montaigu, rend hommage à un homme, je cite, discret, travailleur et passionné, un maire bâtisseur. Le premier édile est décédé hier à l'âge de 86 ans. Vendredi, les élus du Sud-Vendée se sont réunis au Velluire-sur-Vendée pour défendre une nouvelle halte ferroviaire sur la liaison Nantes-Bordeaux. Pour le moment, 2 arrêts en Vendée, La Roche-sur-Yon et Luçon, laissant le sud-est du département à quai. La région Pays de la Loire doit revenir sur cette ligne en juin. Une ou des ouvertures de stations sont à l'étude pour 3 candidats, Nallier, Champ-Saint-Père et les Velluire-sur-Vendée donc. Cette gare, fermée depuis presque 50 ans, pourrait servir à plus de 35 000 Vendéens. Mon rôle, évidemment, c'est de défendre cet aménagement de territoire. Vous savez, c'est important pour nous. On a obtenu, grâce au président Leboeuf, une 3 voies vers La Rochelle. Et aujourd'hui, il s'agit d'un arrêt ferroviaire, d'une halte ferroviaire au Velluire, qui finalement est un peu la gare de Fontenay également, puisque nous n'avons plus de gare. C'est pour ça qu'on appelle cette halte Fontenay-Velluire. Il y a 3 haltes possibles sur ce territoire du Sud-Vendée. Je vais défendre bien sûr les 3. Mais s'il n'y en avait qu'une seule, eh bien en termes d'aménagement du territoire, c'est celle qui est la plus près de Fontenay-le-Comte et qui doit être privilégiée. Voilà pourquoi je suis ce soir ici avec l'ensemble des élus, avec la population, pour redire combien je tiens à ce mode de déplacement, le train. On ouvre une large page santé à présent. Le secteur médico-social peine toujours à attirer de nouveaux candidats. L'ADAPI Aria vient donc d'organiser à Mouilleron-le-Captif une 2e campagne de recrutement par job dating. L'association travaille sur l'ensemble du département et c'était donc l'occasion de découvrir 75 postes répartis sur 50 sites. La grande majorité des contrats proposés concernent l'accompagnement des personnes en situation de handicap. On fait face à une vraie tension des ressources. On a de moins en moins de personnes qui souhaitent nous rejoindre. Le marché de l'emploi est tendu sur ce secteur médico-social et clairement c'est pour ça qu'on organise notamment ce job dating pour réussir à aller capter des profils qui ne viendraient pas à nous naturellement par les candidatures sur notre site internet ou autre. Et donc on crée ce genre d'événement pour justement multiplier les candidatures dans ces contextes de tension et de pénurie de ressources. Le président de la République espère une nouvelle loi pour mieux encadrer la fin de vie. Ce projet est attendu pour l'été 2023 et doit reprendre en partie les travaux des membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie. La dernière session s'est achevée dimanche matin et ses conclusions ont une résonance toute particulière pour la famille Pierrat. Hervé a été l'un des tout premiers cas d'application de la loi Leonetti. Sa mère a récemment partagé leur parcours dans un livre paru aux éditions de l'Atlantide. Rencontre avec Alix Lanos. Notre fils Hervé a survécu, végété, dans une dimension où le temps s'écoulait sans lui. Pendant 8 ans et demi. Hervé avait 20 ans en 1998 quand il a tenté de se suicider. Souffrant de lésions cérébrales irréversibles, il passera donc 8 ans en état de coma végétatif. 8 années pendant lesquelles ses parents auraient voulu pouvoir mettre un terme à ses souffrances. Alors on se l'est dit tout de suite, mais on savait qu'on n'avait pas la loi de notre côté, mais nous avions déjà entrepris d'informer toutes les instances médicales et politiques de l'époque. En 2005 passe la loi Leonetti, première loi spécifique à la fin de vie. Paul et Daniel font une demande d'application de cette loi au médecin d'Hervé. Il faudra encore plus d'1 an de douleur avant que leur requête soit approuvée. En novembre 2006, l'alimentation et l'hydratation du jeune homme sont stoppées. Il décédera sans aide active à mourir après 6 jours d'agonie. Un drame de plus pour ses parents. Mon fils est décédé, donc sans hydratation et sans nutrition, mais parallèlement et surtout sans traitement. C'est-à-dire qu'il est mort sans médicaments du tout. Donc son organisme a beaucoup souffert. Alors Paul et Daniel mènent aujourd'hui un combat sans relâche pour faire évoluer la loi sur la fin de vie. Je suis sûre que notre deuil aurait été différent. Cette intention de ne pas vouloir faire mourir, mais laisser mourir, ça a provoqué des drames abominables. Le nôtre en a fait partie, bien sûr. On a fait la promesse dans sa chambre de se battre pour que ce qui lui arrive et ce qui nous arrive n'arrive pas à d'autres.
Et maintenant, ça fait 17 ans que nous nous battons pour qu'il y ait une loi qui permette une aide active à mourir. Il faut vraiment décortiquer la loi actuelle, la modifier et faire en sorte que des cas extrêmes puissent être soulagés. La Convention citoyenne sur la fin de vie travaille sur le sujet depuis des mois et vient de rendre ses conclusions en faveur d'une évolution de la loi. Renforcement des soins palliatifs, suicide assisté, euthanasie active, c'est au gouvernement qu'il reviendra de faire évoluer ou non la loi sur la fin de vie. Et si le rapport abonde vers un oui à l'ouverture d'une aide active à mourir, près d'un quart des membres de la Convention citoyenne semblent s'y opposer. Un avis partagé par une partie de la société civile. C'est le cas par exemple de l'association Jalmalve, Jusqu'à la mort, accompagner la vie. Les bénévoles redoutent que les personnes les plus fragiles et isolées envisagent cette solution. Jacques Potier, le président vendéen, connaît la famille Pierrat. Et s'il comprend leur combat, Jacques Potier appelle au discernement. Comme toute loi, elle peut avoir ses limites et il peut y avoir des situations particulières qui font que on s'interroge. Mais pour nous, des cas particuliers ne nécessitent pas forcément, ils nécessitent un dialogue, une concertation, ils ne nécessitent pas forcément une nouvelle loi. Appliquons d'abord pleinement ce qui est dans la loi Claes-Leonetti, notamment le développement des soins palliatifs. Et à noter que nous reviendrons dans ces prochains jours sur la Convention citoyenne. Nous vous proposerons de découvrir Wulfran, l'un des 2 membres vendéens de la Convention. Culture et patrimoine pour finir, le CVRH, mieux connu sous le nom de Centre vendéen des recherches historiques, vient de publier un nouveau livre, Quand la mer envahit le sanctuaire. C'est un répertoire du patrimoine rituel et religieux des marins vendéens. 280 objets et lieux ont été recensés par les co-auteurs. On a été assez étonnés devant l'éclectisme du type d'objets qu'on pouvait trouver, donc qui pouvaient avoir un rapport avec le monde maritime et le monde religieux. Donc à la fois, on va dire les objets, la dimension matérielle et tout le patrimoine immatériel. Donc les supports sont très différents. Et ce qu'on voulait nous montrer par derrière, ce sont les hommes. C'est sûr, il y a des objets, mais derrière, ils ont été fabriqués pour et utilisés par des hommes. Donc ça vous donne une espèce de, de carte d'identité de cet homme qui utilisait cet objet ou qui chantait les cantiques. Et c'est ce qui nous a vraiment, c'est un point d'honneur qu'on avait, c'était montrer l'homme derrière les objets. Et c'est la fin de cette édition. Prochain point en direct sur l'actu ce soir à 18h. Je vous souhaite une très bonne journée.